Vous savez, je regarde des vidéos sur YouTube depuis l'époque de nos grands frères. L'époque où un podcast ça suffisait quoi. Je déteste la coupe de cheveux après avoir porté un casque. Oh, c'est bien. Et j'ai déjà vu pas mal de vidéos où de vidéastes plus ou moins bons nous racontaient l'histoire des dirigeants les plus sanglants ou les plus terribles. Et comme d'hab avec les vidéos d'histoire sur internet, ah bah on ronfle. Alors je me dis, pourquoi pas le faire en mode Aresama. Bienvenue mes amis, bienvenue dans la meilleure vidéo d'internet. Ici, le but va non pas être de terminer des pays comme mon précédent top, mais terminer des gens, et pas n'importe lesquels. Je vous ai fait une petite sélection de 6 dirigeants complètement éclatés, donc on va les terminer un peu. Et ouais, le but ici c'est pas de vous donner des dirigeants qui ont été spécialement sanglants ou je sais pas quoi comme on voit tout le temps. Non, c'est juste de prendre des nulos. Alors la victime, toujours une merde? Bon, je sais déjà ce que les éminents historiens d'internet vont me dire. Je suis désolé, mes dirigeants, il a fait des trucs. Oh, mais tu nous emmerdes, fils de pute. Bah, attends, Comme vous le savez, sur cette chaîne, on adore vanner, alors c'est parti. Avant de passer aux dirigeants, il est important de vous donner le contexte de la période, ça nous permettra de mieux cerner les enjeux et les bails en gros. On est aux États-Unis dans les années 1850, et depuis un tout petit peu plus de 50 ans, les États-Unis sont devenus indépendants. Ils sont donc une jeune nation. Pendant toute la première moitié du 19e siècle, il va y avoir un vrai clivage dans le pays, une division de mœurs, de mode de vie, d'économie, de vision politique, et plus encore, entre les États du Nord et les États du Sud. Les États du Nord, rapidement industrialisés et aimant un max la manufacture, et étant anti-esclavagistes, vont s'opposer au Sud, encore très agricole et basé sur une économie d'esclaves. Le fameux esclavage des Noirs aux États-Unis. Plus les années passent et plus les États du Sud se sentent méprisés par le Nord, qui voit comme un État central qui veut prendre leur indépendance et leurs esclaves. Une énorme opposition va naître entre les deux parties du pays, et à un point, les États du Sud menacent même de faire sécession et de créer leur propre État, les États confédérés. Bref, les États-Unis, au milieu du 19e, sont au bord de la guerre civile et semblent irréconciliables. Il va falloir un président fort et habile pour réunir les deux parties et éviter le pire. Et c'est là qu'intervient James Buchanan, notre président. Un brillant politicien qui réussit ses études de juriste à 21 ans seulement et commence la politique à seulement 23. Il est alors persuadé que son expérience dans le juridique, puis en tant que ministre des Affaires étrangères, fait de lui un candidat parfait pour soigner cette Amérique déchirée. Alors voilà, James Buchanan sera le héros de la nation, l'un des plus grands présidents que toute l'histoire ait connu. Il sera acclamé, des statues seront faites à son honneur. Tu t'es trompé de rêve, Harry. Comme vous vous en doutez, il n'a pas réussi à résoudre la crise profonde qui secoue les États-Unis. je m'y attendais vraiment pas. Et oui mesdames et messieurs, on a ici affaire à un sgeg de compétition. Et c'est pas moi qui le dis, il est officiellement classé par les historiens parmi l'un des pires présidents que les États-Unis ont connu. Ouais, le monde de méchant. Déjà faut savoir qu'avant de se faire élire, il esquivait un peu l'esclavage, il parlait pas trop de ce sujet. Ah il voulait rien entendre. Mais enfin monsieur Buchanan, le pays est déchiré par la question de l'esclavage. Nul, j'en ai pas, ta gueule. Non, les sujets qui fâchent là, laissez-moi. On va plutôt aller taper sur les Mexicains là et les Cubains. Voilà, là on aime là. Oh putain, Mexicain. Et ouais, il a quasiment construit tout son mandat sur le fait qu'il fallait annexer Cuba et que les Mexicains étaient une race inférieure. Oui, le pays est au bord de la guerre civile et le frérot il veut envahir Cuba. C'est une passion. On est déjà sur un bon gros 0 sur 20. Mais qu'en est-il de la problématique de l'esclavage là? Ben c'est encore pire. Et ouais, parce que James Buchanan il va être absent dans les grands matchs comme Neymar. Il va fuir ses responsabilités. En tant que président des États-Unis, il va dire au Sud, vous inquiétez pas, vous avez le droit de faire l'esclavage. Et au Nord, il va leur dire, l'esclavage c'est n'importe quoi. C'est une honte. Résultat, tout le monde va le détester. Et plus la colère monte, et plus James Buchanan va se cacher. Ah non, il se cache derrière les rideaux, il veut esquiver. Non, ne me parlez pas. J'ai peur. Mon cœur tremble. Lui, il était pour le pouvoir des États. Il considérait qu'ils avaient le droit de faire leur propre loi. Quand les États du Sud vont finalement faire sécession, James Buchanan va déclarer qu'ils ont pas le droit de faire ça. Mais en même temps, on peut rien faire pour les en empêcher. Voilà. Il perd ses couilles encore une fois, voilà. Il a même déclaré que, en gros, il a la flemme de gérer la guerre. Alors il va pas se présenter une deuxième fois. Donc, laissez-moi tranquille, c'est pas mon dos. Il va ensuite plonger en dépression quand il va se retirer, parce que tout le monde l'accuse d'avoir déclenché la guerre par son inaction. Et lui, il arrête pas de dire non, c'est pas vrai. Désolé frérot, mais se cacher derrière les rideaux, ça suffit pas. En résumé, James Buchanan a laissé son pays plonger dans les guerres civiles parce qu'il avait peur, et parce qu'il avait la flemme de gérer. Pour le contexte, cette fois-ci, on est en Angleterre au XVIe siècle, en 1509 plus précisément, et Henri VIII accède au trône d'Angleterre, et il va devenir l'un des rois les plus importants de l'histoire anglaise. Et ouais, parce qu'il va transformer le pays, notamment autour de la question de la religion.
Faut savoir qu'à cette époque, toute l'Europe de l'Ouest quasiment est chrétienne catholique, et donc soumise au pape. Sauf qu'Henri VIII va en avoir marre parce qu'il veut saouler des meufs. Cette info est véridique. Et donc il va créer ce qui va devenir plus tard une nouvelle église, l'église anglicane, et qui va devenir protestante. Les catholiques vont alors être persécutés, et l'Angleterre va dire fuck au pape. Et son successeur, Édouard VI, va lui aussi renforcer l'influence protestante en Angleterre, mais mourir assez rapidement pour se faire succéder par sa demi-sœur et fille d'Henri VIII, Marie Ier d'Angleterre. Marie est maintenant aux commandes d'un pays tiraillé par cette question religieuse. Alors va-t-elle réussir à réconcilier protestants et catholiques? Va-t-elle apaiser les tensions religieuses qui règnent dans le pays? Bon, à votre avis, ça, non, mais à votre avis. Putain, c'est fou, vous faites avoir à chaque fois. Comme pour James Buchanan, il faut savoir qu'elle aussi a eu un titre honorifique. On l'appelle Bloody Mary ou Marie la sanglante. Et on verra ça juste un peu plus tard. Laissez-moi juste vous rappeler que là, actuellement, à cause d'Henri VIII et Édouard VI, les catholiques, ils ont été un petit peu persécutés. Je me sens persécuté. Toute la société anglaise a été perturbée. Personne n'a compris ce qui s'est passé quoi. Hier on était catholique et aujourd'hui on est obligé de protestant. Qu'est-ce que c'est quoi là? Et Marie elle s'est dit tiens, ici on ajoutait encore un peu de confusion. Hop, on redevient tous catholiques. Marie elle était profondément contre le protestantisme. Elle était maximum derrière le pape. Mais attention, elle a fait une promesse au début de son règne. Elle a juré la vie de sa mère que personne serait obligé de suivre sa religion. Attends, rappelle-moi son blaze là. Ah oui, non, c'est pas ce qui me semblait. Sans surprise, elle a forcé tout le monde à redevenir catholique. Et si jamais tu voulais pas, une petite hagra dans ta mère, c'est tout ce que t'avais. Et oui, Marie va adopter une politique de persécution très violente. Elle va faire exécuter des milliers de protestants. Elle a sorti un couteau, ça prostitue, on fait de la drill ici ou quoi? Alors même que le peuple anglais avait été converti de force au protestantisme. Pourtant ses conseillers, il avait prévenu que de telles mesures, ça pouvait qu'énerver les gens. Et que ça pourrait mener à peut-être une petite révolution, je sais pas, un truc comme ça. Mais non. Elle veut rien entendre, elle s'en bat les reins. Et je vous spoil, elle a terminé son règne en étant décapitée. J'ai mal à la tête! J'ai mal à la tête! Mais au moins elle a réussi sa conviction, elle a réussi à remettre le catholicisme au centre de l'Angleterre. Ah non, bah non. Eh bien non. Pas ce soir. Parce que la reine qui vient juste après, elle a remis le protestantisme. Donc tout ça, pour ça. Oh là là, on n'en peut plus là, laissez-nous. Bref, en gros, le règne de Marie, il a juste servi à créer du désordre. Et en plus, à la décapiter. Bref, dehors quoi, dehors là. On est en 1380 et Charles VI accède au trône de France. Le royaume de France est alors plongé en pleine guerre de 100 ans. Mais grâce aux travaux colossaux de son père, la France est dans une très bonne situation face aux Anglais. Elle a récupéré une grande partie des territoires perdus et elle a fouetté les Anglais bien comme il faut. Charles VI n'a alors plus qu'à finir le travail. Cependant, la route est périlleuse parce qu'à cette époque, des familles puissantes plus ou moins proches du roi, ou même sa famille elle-même, n'attendent qu'une opportunité pour comploter contre lui et s'emparer du trône de France. Charles VI va donc devoir imposer une stabilité pour honorer le travail de son père et lancer la France comme l'un des plus grands royaumes d'Europe. Ah oui, mais en fait Charles VI c'est un malade mental. Oui voilà, non, désolé, je vous spoil hein. Cet homme est un fou furieux qui a tout niqué. Puisqu'on est sur la lancée des titres honorifiques, cette fois-ci notre Charles il va s'appeler le fou. Bah ça commence bien. Mais croyez-moi que ce blaze, il a jamais été autant mérité. Ce roi, il a vraiment Un gros souci mental. Tout commence un jour où le roi, assez jeune, il est en route pour aller démonter les Anglais. Et comme je vous ai dit, aller finir le travail. Sauf qu'il va complètement péter un plomb et attaquer ses propres troupes. Le CSC va être monumental. J'ai le droit de vivre un peu. Il va se réveiller en pensant que tout le monde veut le tuer. Il va donc fumer 4 de ses propres soldats avant que son armée arrive à le maintenir et l'attacher à son chariot. Donc là on commence à voir que le roi il a un petit problème mental. Et je vous laisse deviner, sa famille et tous les gens qui veulent le trône, ils commencent à se frotter les mains. Mais cette crise de folie, ça va malheureusement pour lui être seulement la première d'une très longue liste. Parce qu'en plus, il va vivre assez longtemps. Jusqu'à quand, Seigneur? À chaque fois qu'il fait une crise de folie, il tombe dans les pommes et on a l'impression que ça y est, il est enfin mort, on va enfin pouvoir passer à autre chose. Là, il est tombé dans les pommes. Mais non, il revient à la vie comme Boo dans Dragon Ball. Bonjour à tous les amis. Un matin, il va se réveiller en étant persuadé qu'il est fait en verre. Il est fait en verre. Alors pendant tout le reste de sa vie, il va refuser de monter à cheval, il va plus marcher et il va prendre toutes ses précautions pour éviter de se briser, comme du verre. Monsieur se fait transporter dans un char rempli de coussins. Un game. Aucune balafre. Non mais comment tu veux gouverner avec un roi comme ça? Alors toute sa famille, des oncles ou des gens influents vont gouverner à sa place et donc vont se battre pour le pouvoir. Et donc ça va ruiner la stabilité du royaume. Pourtant on a essayé de soigner le roi, on a essayé. Mais essaye de soigner des maladies mentales au Moyen-Âge. Le frérot il se met à parler tout seul comme Doppio dans Jojo quand il parle aux grenouilles. Face à ça, sa cour ils vont ramener des magiciens, des sorciers, je sais pas quoi encore pour essayer de le soigner.
Et absolument sans surprise, ça n'a pas marché. Ça a juste coûté très cher et en plus, ça leur a mis l'église à dos. Qu'est-ce que c'est que la conséquence de tout ça? Ah oui, c'est vrai, le royaume de France il est plus stable. Du coup, la guerre de 100 ans elle peut reprendre de plus belle. Et les Anglais vont attaquer. Et ils vont gagner. Conclusion, quand Charles VI va mourir, la succession elle est bordélique, la guerre elle a repris et pas du bon côté. Bref, tout est à reprendre depuis le début. Waouh, Charles VI c'était vraiment fou. Attends, tu veux un mec vraiment fou? Alors on va passer au prochain top direct, sans transition. Ah, Caligula. Peut-être vous en avez déjà entendu parler, c'est probable. Mais si c'est pas le cas, laissez-moi vous expliquer un petit peu le personnage. Déjà, c'est un empereur romain. Alors cote à 1,05, que ce soit un malade mental déjà. Le frérot, il a vraiment le bingo de la folie des empereurs romains. Inceste, il parle aux animaux, alcoolique, se prend pour un dieu, il a tout, il a tout. Ça fait beaucoup là, non? Alors qu'au début de son règne, on se disait que ça allait être un bon empereur, en fait, il va passer l'entièreté de tout son règne à vouloir que les gens le vénèrent, mais aussi le craignent. Oh, comme j'ai peur. Laissez-moi vous donner quelques exemples de sa folie. Première dinguerie, Monsieur Caligula, pour se foutre de la gueule de ses sénateurs, il va dire « Ah mais vous êtes tellement nuls qu'en fait j'élis mon cheval, c'est la même chose ». Alors il voulait faire de son cheval un consul de Rome. Ouais, ok. Autre dinguerie, des fois il allait menacer des gens, ou alors il allait prendre des sénateurs et tuer leur fils devant leurs yeux, les torturer, et après inviter le sénateur qui vient de voir son fils mourir devant ses yeux à dîner, tranquillement. Bah pourquoi tu fais le vexer? Oh, ça va, on déconne là, oh. Nouveau truc normal pour Caligula, un jour il a décidé de déclarer la guerre à la mer. Ouais, il est arrivé sur les côtes françaises, il a eu tellement le seum, il a dit bah fuck Neptune, on lui déclare la guerre. Son armée, alors amassée sur les plages de France, va leur dire ramassez les coquillages, comme butin de guerre. Et on rentre à Rome, et on dit qu'on a gagné. Ok, non, le point d'interrogation était grand là. Encore une fois, sans surprise, il y en a pas beaucoup dans cette vidéo, il va finir assassiné, et absolument tout le monde s'en bat les reins. Rien à foutre. Ah ouais. En attendant, quand t'es un malade mental à ce point, ne t'attends pas à ce que les gens te regrettent. Ah oui, au fait, peut-être que tout ce que je viens de dire est faux. C'est les historiens de l'époque qui disent ça, et on sait qu'ils aimaient pas trop Caligula, alors peut-être qu'ils exagèrent le trait. Mais dans tous les cas, désolé, c'est pas moi qui fais les règles. Je suis là pour vanner. On est en Europe, après la première guerre mondiale. Tout le continent est détruit et les pays ruinés. Et certains se sentent humiliés, surtout les perdants, comme l'Allemagne, mais aussi les Italiens. Les Italiens ont trahi leur alliance et sont entrés en guerre du côté des Français, Anglais et Russes, avec comme espoir et promesse de récupérer pas mal de territoires. Au final, ils ont été complètement éclatés. Ils sont ruinés, ont eu des centaines de milliers de morts et en plus, ils ont même pas eu les territoires qu'on leur avait promis. Le pays, il va alors être grandement déstabilisé et Benito Mussolini va prendre avantage de cette situation pour s'emparer du pouvoir par la force. Il va instaurer une toute nouvelle idéologie, le fascisme. Il va diriger le pays d'une main de fer, dans un seul but, relever son pays et se venger. D'autres dirigeants vont l'imiter, notamment Hitler. Les deux nations fascistes vont alors s'allier pour préparer la future guerre qui arrive. Et dirigée par Mussolini, l'Italie en sortira immense et couverte de gloire. Et alors l'Empire romain pourra renaître de ses cendres et Benito Mussolini deviendra le premier empereur du néo-empire. Wakey, 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 it's time for school. Come on. Mussolini, il s'est vraiment présenté comme un empereur romain. Son culte de la personnalité, il tournait autour de ça. Il avait vraiment cette idée en tête. Moi je veux ça, moi. Moi je veux ça. Mais ça y est, le frérot était bloqué dans le passé là. La vérité c'est que l'Italie elle était pas du tout prête pour la guerre. Hitler il s'est allié à lui, mais il s'attendait pas à ce que ce soit une épine dans le pied à ce point là. J'en peux plus de toi, chacal. Les Italiens vont devenir le petit cousin chiant que tu dois tenir par le cou parce qu'il fait des conneries. Ils vont se battre en Afrique, en Europe de l'Est, en Grèce, un peu partout. Et partout où ils vont aller, ils vont avoir une réputation très simple. La réputation d'être des nulos. Tu es le joueur le plus nul de la planète que j'ai jamais vu passer ici. Quasiment partout ils se sont battus, ils se sont fait humilier. Franchement c'est dur, Encore par les Anglais je veux bien, mais ils se sont même fait tarter par les Grecs. Les Grecs hein. Et partout où les Italiens se battaient, les Allemands ont dû envoyer du renfort et s'occuper du problème. Tout le monde se fout de leur gueule, tout le monde. Et quand les Alliés décident de remettre un pied en Europe qui a été complètement conquis par Hitler, devinez où est-ce qu'ils attaquent? En Italie, bah évidemment. Ah là, on est bien. Ils vont avancer en Italie assez tranquillement avant que les Allemands envoient vraiment beaucoup de troupes. Et les Italiens sont rendus très vite. Et Mussolini là, l'empereur romain, qu'est-ce que... Ah ouais ok, il s'est fait capturer, ouais. Ah ok ouais. Donc Mussolini, l'empereur romain invincible, il capitule et en plus il se fait capturer, il est en prison maintenant. Ah oui quand même. Ah on en est là quoi. Bref, Mussolini c'est un big 0 sur 20. À part prendre le pouvoir avec de fausses promesses, il a rien accompli du tout. Et en plus, je le déteste personnellement. Ici vous êtes sur une chaîne anti-Mussolini. Merci à tous.
De retour en Antiquité, mais cette fois-ci en Chine, et la dynastie 周朝 règne sur la région, et de nombreuses menaces pèsent sur le royaume. Une menace intérieure, parce que oui, tout le monde complote et tout le monde est attiré par le pouvoir, la stabilité est donc très fragile. Et en plus, on est au 8e siècle avant Jésus-Christ. Alors, à pas mal d'endroits autour de la Chine, il y a ce qu'ils vont appeler des barbares, comprendre des gens qui veulent les soulever. Alors les empereurs chinois sont dans une situation délicate, ils se doivent d'être droits, justes et sérieux pour pas mettre la prospérité de leur dynastie. La Chine est un berceau de civilisation, autant au niveau des arts, de la culture, mais aussi de la guerre. Non là vraiment, désolé, mais là c'est trop là. Notre dirigeant, 周有望 il est vraiment trop bisbise, il est trop bisbise. Ça va aller très vite parce qu'il s'est fait fumer assez rapidement. En gros, il vivait sa petite vie, mais on sentait qu'il était pas trop intéressé par le pouvoir. Il voulait juste soulever des meufs. Oh, moi je veux juste blesser, moi. C'est une thématique qui revient souvent, c'est bizarre. Mais un jour, une frappe atomique, bien Beijing, bien se montre à la cour. Et il va tomber in love, tel les fous. Mais on raconte que cette femme n'a jamais souri de sa vie. L'empereur, pour la séduire, va alors tout faire pour la faire rire. Bon, jusqu'ici, c'est mimes, en vrai, c'est mignon, c'est mimes. Je sais pas si un empereur doit faire ça, mais bon. Ça... Cela ne nous regarde pas. Mais comment il va la faire rire? Le frérot, il va faire des pranks. Oui, des foutues caméras cachées. Faudra mettre 100 000 pouces bleus. Il va faire peur à sa cour absolument tous les jours, notamment en leur faisant croire que les barbares attaquent et qu'il faut tous s'enfuir. Et tout le monde paniquait, évidemment. Je sais pas si ça faisait rire la femme en question, mais moi en tout cas là, je suis mort de rire. Ouah, j'ai mal au ventre. Ouais. Oh, t'as ouf, ok. Sauf que... 周有望 il va forcer, oh là là, il va forcer de fou. Il va faire sa blague tous les jours là. Du coup, il y a un rageux qui veut fumer l'empereur qui va s'allier aux barbares pour attaquer le royaume. Et quand l'empereur prévient qu'ils arrivent, personne le croit. Bah ouais, il fait sa blague tous les jours aussi. Résultat, il va se faire fumer par les barbares. Voilà, fin, ça y est, fin. La honte, ouais, je sais, la honte, mais bon, qu'est-ce que je voulais que je vous dise, moi. Mais quoi qu'il en soit, c'était mon top des pires dirigeants, ouais. Un titre bien putaclic, parce que c'est pas du tout les pires dirigeants d'histoire, mais bon, au moins on aura bien rigolé, non? Mets un pouce bleu si elle t'a plu, s'il te plaît, j'en peux plus, je te jure, j'ai fait la vidéo 8 fois, j'en peux plus de cette vidéo. Et bonjour à tous les amis, merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusque là, merci de l'avoir regardé tout court, j'y ai mis tout mon cœur dedans, j'ai mis tout ce que j'avais. Là je pense être l'un des hommes les plus fatigués de France. S'il vous plaît, mettez un pouce bleu si ça vous a plu évidemment, vous venez me suivre sur Twitter, venez faire de la propagande, mettez un commentaire, mettez la cloche, abonnez-vous, faites tout ce qui est possible d'être fait. Le but c'est d'atteindre le 1 milliard d'abonnés, c'est bon? Et je pense qu'avec une communauté comme vous ça va être fait. Enfin bref, on se capte bientôt pour une prochaine vidéo qui sera encore mieux. Si ce format de vidéo il vous plaît, dites-le moi, comme ça j'en referai plus. Et salut!